Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants, fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, d'en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Les 7 merveilles du monde antique, la pyramide de Khéops, partie 13. Historique de construction de la grande pyramide de Khéops. La construction de la grande pyramide aurait débuté entre -2600 et -2550 suivant les sources 55, au début de la 4e dynastie, et aurait duré environ une vingtaine d'années selon l'historien antique Manéthon. L'année de début et la durée de construction de la pyramide sont des estimations généralement validées par les égyptologues, parce qu'elles correspondent aux 23 à 25 années, suivant les sources, du règne du pharaon Khéops note 18. Ces estimations ne sont malheureusement attestées par aucun écrit contemporain, mais déduites logiquement par la destination de la pyramide comme étant le tombeau de ce pharaon. En se fondant sur les données traditionnellement admises, pyramide constituée de 2,3 millions de blocs de pierre, durée de chantier de 23 ans, il est estimé que 340 blocs étaient posés chaque jour, soit pour une durée de travail de 10 heures par jour, un bloc placé toutes les 2 minutes, ce qui aurait mobilisé la main-d'œuvre de plus de 10 000 ouvriers, le nombre prodigieux de 100 000 hommes, ne travaillant que 3 mois dans l'année pendant la saison des crues, a été proposé par Hérodote. Les graffitis découverts dans la chambre supérieure de décharge révèlent que le chantier des pyramides de Gizeh était organisé militairement en équipes de 2000 ouvriers, chacune de ces équipes étant scindée en 2 groupes de 1000 hommes, se œuvrant sur la grande pyramide s'appelant les amis de Khéops, eux-mêmes divisés en 5 files, terme grec désignant une tribu, unité de 200 ouvriers à leur tour séparés en 10 équipes de 20 travailleurs regroupés selon leurs compétences. De très nombreuses hypothèses ont été proposées pour expliquer la construction de la grande pyramide. Concernant la forme des rampes de construction, aucune ne s'avère définitivement convaincante. Plusieurs campagnes de fouilles, dirigées par l'égyptologue américain Mark Lenné entre 1988 et 2003, ont permis de retrouver la configuration probable du site de la pyramide au moment de sa construction. On a ainsi pu retrouver le village des ouvriers du chantier, les carrières qui ont fourni l'essentiel du calcaire de la pyramide et le port. Le journal de Murray, également connu sous le nom de Papyrus Jarf, est le nom donné à un journal de bord écrit vers 2560 avant notre ère, qui répertorie les activités quotidiennes des travailleurs ayant participé au transport de blocs de calcaire vers la pyramide de Khéops. Le texte a été trouvé en 2013 par une mission française sous la direction de l'égyptologue Pierre Tellet, enterré dans des grottes artificielles qui servaient à entreposer les bateaux à Wadi el-Jarf, face au fort de Tel Rabudran situé de l'autre côté du golfe de Suez sur la côte de la mer Rouge. Les sections les mieux conservées, Papyrus Jarf A et B, documentent le transport par bateau de blocs de calcaire blanc des carrières de Toura à Gizeh. Le journal de Murray est la première référence historique décrivant la vie quotidienne des personnes qui travaillent à la construction de la grande pyramide.
L'archéologue égyptien Zahi Hawass décrit les textes comme la plus grande découverte égyptienne du XI siècle. Outre Murray, quelques autres personnes sont mentionnées dans les fragments. Le plus important est Enkaf III, demi-frère du pharaon Khéo, connu par d'autres sources, qui aurait été prince et vizir sous Khéo et Ouképhran. Dans les papyri, il est appelé noble, Iripate, et surveillant de Rachikufu. Ce dernier lieu était le port de Gizeh où, selon Talais, les pierres de revêtement étaient transportées. Le texte est écrit avec des hiéroglyphes et de l'écriture hiératique sur du papyrus. Le journal de Murray date de la 26e année du règne du pharaon Khéo. Le texte décrit sur plusieurs mois de travail le transport de calcaire de Toura à Gizeh. Murray, inspecteur, est un officiel de rang intermédiaire et responsable de l'apport des blocs de pierre des carrières de Toura à la pyramide, alors en construction sur l'autre rive. Environ tous les 10 jours, 2 ou 3 allers-retours sont effectués. Une quarantaine de marins travaillent sous ses ordres. La période couverte dans les papyrus s'étend de juillet à novembre. Papyrus Jarfa Bey. Les papyrus les plus intacts décrivent plusieurs mois de travail pour le transport de pierres calcaires depuis les carrières de Toura Nord et Toura Sud jusqu'à Gizeh. Bien que le journal ne précise pas où les pierres devaient être utilisées ni dans quel but, étant donné que le journal peut dater de ce qui est largement considéré comme la toute fin du règne de Khéo, Pierre Tallet pense qu'elles étaient très probablement destinées au revêtement extérieur de la grande pyramide. Environ tous les 10 jours, 2 ou 3 allers-retours étaient effectués, expédiant peut-être 30 blocs de 2 à 3 tonnes chacun, soit 200 blocs par mois 6, 7. Une quarantaine de bateliers travaillaient sous les ordres de Murray. La période couverte par les papyri s'étend de juillet à novembre. Les entrées des journaux de bord sont toutes disposées sur la même ligne. En haut, il y a un titre nommant le mois et la saison. En dessous, une ligne horizontale énumère les jours du mois. Sous les entrées pour les jours, il y a toujours 2 colonnes verticales décrivant ce qui s'est passé ces jours-là. Section B2, jour 1, le directeur du 6, Idjeru, part pour Héliopolis en bateau de transport pour nous apporter de la nourriture d'Héliopolis pendant que l'élite est à Toura. Jour 2, l'inspecteur Murray passe la journée avec sa troupe à transporter des pierres à Toura Nord. Il passe la nuit à Toura Nord. Talais, les papyrus de la mer Rouge, page 150. Le journal mentionne également le nom original de la grande pyramide, Akekufu, qui signifie horizon de Khéo. Papyrus Jarf, c'est construction d'une double djadja dans le delta central. Papyrus Jarf, des travaux pour la résidence et le temple de la vallée de Khéo. Historique de son exploration, modifier le code. Antiquité et Moyen-Âge. Les premiers historiens et voyageurs à nous relater leurs explorations sont des auteurs grecs et latins, Hérodote, Diodore de Sicile, Strabon, Pline l'Ancien. Leurs descriptions sont plus centrées sur l'aspect historique et légendaire qui entoure le monument que sur la structure même de l'édifice. Hérodote, le premier voyageur dont les écrits nous soient parvenus, fait état d'inscriptions idéographiques sur les faces de la pyramide, détaillant ce qu'elle avait coûté en réfort, oignons et ail pour les ouvriers. Cette surprenante indication est reprise par Diodore. Seul Strabon, dans sa géographie, cite une porte levant à l'entrée de la pyramide, permettant d'accéder à la descente de riz, ou syringe, mais il ne dit rien de la distribution interne. Plus tard, de nombreux auteurs arabes relatent les recherches du calife Al-Mamoun effectuées dans la grande pyramide en l'an 820. Mais les témoignages divergent. Selon certains, le calife n'aurait rien trouvé de plus qu'un sarcophage renfermant un corps corrompu. Tandis que l'historien du Xe siècle, Massoudi, raconte: on pratiqua pour lui la brèche qui est encore béante aujourd'hui, on employa pour cela le feu, le vinaigre, les leviers. L'épaisseur du mur était d'environ 20 coudées. Étant parvenus à la fin de ce mur, ils trouvèrent au fond du trou un bassin vert rempli d'or monnayé. Il s'y trouvait 1000 dinars, chaque dinar pesant une once. Ce bassin était, dit-on, d'émeraude. L'écrivain du XIIe siècle, Kazi, écrit qu'Al-Mamoun y trouva une chambre carrée à la base et voûtée au sommet, très grande et au milieu de laquelle était creusé un puits de 10 coudées de profondeur. On raconte qu'un homme y étant pénétré arriva à une petite chambre où se trouvait une statue d'homme en pierre verte comme la malachite. Cette statue fut apportée à Al-Mamoun. Elle avait un couvercle que l'on retira et l'on trouva le corps d'un homme revêtu d'une cuirasse d'or, incrusté de toutes sortes de pierreries. Sur la poitrine était posée une épée d'un prix inestimable, et près de la tête se trouvait un rubis rouge.
La statue d'Oussemort avait été tirée fut jetée près de la porte du palais du gouvernement au Caire, où je la vis en l'an 511, 1117, 1118 de l'ère chrétienne. De nombreuses allusions aux caractères gravés sur les faces de la pyramide seront faites jusqu'à leur détérioration. Selon Massoudi, ces caractères étaient de plusieurs sortes, grecs, phéniciens et d'autres inconnus. Il s'agissait sans doute de témoignages gravés par les voyageurs et accumulés durant plusieurs siècles. Ibn Khaldoun rapporte dans ses prolégomènes que le calife Al-Mamoun voulut détruire les pyramides et rassembla des ouvriers pour cela, mais il n'y parvint pas. Ses conseillers lui recommandèrent alors de les laisser en place en témoignage de la grandeur des Arabes, puisqu'il avait pu vaincre une civilisation capable de créer de tels monuments. Une partie des débris de surface des pyramides aurait servi dans la construction de quelques maisons du Caire, selon les dires recueillis par ce même historien. Au Moyen Âge et au début de la Renaissance, les pyramides sont assimilées au grenier de Joseph, et rares sont les explorateurs à donner une description quelque peu fidèle des lieux. Cette idée est par exemple défendue par Jean de Mandeville dans son livre des merveilles du monde publié en 1357, dans son ouvrage « Babylone désigne le Caire ». Explorateurs occidentaux du XVIIe au XIXe siècle. Il faut attendre le milieu du XVIIe siècle et l'ouvrage Pyramidographia de John Greave pour découvrir enfin un plan détaillé des agencements internes de la Grande Pyramide. On discerne la descente de riz obstruée à mi-parcours par un amas de débris, la chambre de la reine encombrée de gravats, la grande galerie et la chambre du roi. Le livre Description de l'Égypte. Livre de l'abbé Le Mascrier composé d'après les mémoires de Benoît de Maillet, dont la première édition date de 1735, relate le fait que Benoît de Maillet, ancien consul de France au Caire, a visité la Grande Pyramide une quarantaine de fois. Un plan intérieur de la Grande Pyramide y figure, plan qui sera repris par le livre Lettres sur l'Égypte, publié en 1785, Claude-Étienne Savary. En 1754, l'ouvrage de l'historien Charles Rollin édité par l'anglais Knapton est illustré d'une vue de la Grande Galerie. C'est entre les années 1798 et 1801 que la mission scientifique commandée par Vivant de Nom durant la campagne d'Égypte va pouvoir établir les premières observations rigoureusement archéologiques de la Grande Pyramide. Outre de magnifiques planches représentant le site de Gizeh, la monumentale description de l'Égypte, publiée sur l'ordre de Bonaparte nous livre les premières vues réalistes de l'intérieur de la Grande Pyramide, ainsi que des plans d'une très grande précision. La publication de la description va provoquer un véritable engouement. Les voyageurs et explorateurs vont se succéder durant le XIXe siècle. Les ingénieurs Warvis et John Shah Pering vont fouiller, creuser et laisser de nombreuses traces de leur passage dans la plupart des pyramides Memphite et plus particulièrement dans la Grande. Leurs résultats fournissent aujourd'hui encore des renseignements précieux pour qui veut étudier la Grande Pyramide. À partir de cette date, la Grande Pyramide sera étudiée et mesurée dans ses moindres détails par de très nombreux savants, spécialisés ou non dans cette discipline. Deux ouvrages sont alors largement diffusés, le très controversé Or Inheritance in the Great Pyramid, de l'astronome écossais Charles Piazzi Smith et de Pyramid and Temple of Gizeh, de Flinders Petrie. Au lieu de tourisme populaire. Aux lieux touristiques, les pyramides sont menacées par la rapide urbanisation du plateau de Gizeh. De ce fait une nouvelle politique de protection du plateau est en cours d'élaboration, avec notamment l'édification d'une clôture sur tout son pourtour délimitant ainsi la zone archéologique protégée et l'aménagement de deux entrées distinctes. L'accès des touristes non égyptiens se fait par le nord du site, précisément à proximité de la pyramide de Khéops. Chacune des pyramides de Gizeh est tour à tour fermée une année pour réaliser des travaux de restauration et de conservation, nettoyage du selenote, colmatage de fissures. Le nombre de visiteurs à l'intérieur de la pyramide est limité à 300 par jour. Fin du podcast, bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.